Alors en fait, dès le début, on avait une volonté très forte, c'était de réaliser un bâtiment isolé en botte de paille avec un chantier participatif qui serait organisé. Donc en fait, cette idée, elle est née au moment du choix des architectes. Pour vraiment concevoir le bâtiment et comment on a avancé, le choix, ça a été de donner trois grandes contraintes aux architectes. La première des contraintes, c'était de dire qu'en fait, on voulait tous avoir le même droit au soleil, on a appelé ça comme ça. C'est-à-dire, on avait à cœur, de toute façon, tout le long, que les logements soient tous équitables, parce qu'il y a toujours un moment où on sait qu'il va falloir qu'on choisisse qui va habiter dans quel appartement. Et puis on avait cette volonté de faire le moins possible de distinction pour que ce soit le moins difficile euh, possible. Et du coup, on a voulu que tout le monde soit orienté côté sud, ce qui était assez facile. On avait un deuxième choix qui était de réaliser un toit qui serait habitable, qui serait appropriable par tout le monde, et donc de renoncer à des surfaces brutes de plancher qu'on pouvait réaliser sur le toit en faisant les appartements en attique. Donc avec ça, ça donnait pas énormément de pistes aux architectes. Mais il y a une troisième donnée qui a été hyper importante et qui allait dans ce sens de l'économie et l'écologie de la construction, c'était de réduire le nombre d'ascenseurs. Et du coup, cette donnée-là a donné vraiment l'ADN du projet. Et c'est ce qui a permis aux architectes en fait, d'avancer et puis de nous proposer au fur et à mesure des solutions. Donc à la coopérative Équilibre, on a toujours eu à cœur de vouloir aller plus loin que simplement construire du logement. Parce qu'on est porté par une forme d'enthousiasme dans la transition écologique et sociale. Et puis, c'est aussi ce qui nous motive à avancer et à toujours rechercher de nouvelles solutions. Et du coup, en fait, on a un budget pour chaque projet qui s'appelle honoraire de promotion, qui est en fait assez cadré par la loi, qui représente à peu près 2% du budget de construction de l'immeuble. Et puis en fait, ces honoraires de promotion, l'Office du logement nous autorise à les utiliser comme on veut. Mais 2% du budget total de la construction, ça représente quand même une somme conséquente. Donc en fait, on a les moyens, vraiment des moyens assez généreux, pour pouvoir investir du temps dans la participation des futurs habitants, dans les choix alternatifs qui seraient faits, c'est-à-dire la recherche sur les toilettes à compost, il y en a eu beaucoup. Sur la construction paille, l'organisation du chantier participatif, ça a pris beaucoup de temps. Enfin voilà, toutes ces choses-là prennent beaucoup de temps. Contrairement à des promoteurs classiques qui, en fait, on va dire, vont mettre le moins de temps possible là-dedans et se garder au maximum ces honoraires de promotion pour le bénéfice de leur entreprise. Donc nous, en fait, vu on a juste nos salaires à sortir et on n'a pas de bénéfices à sortir pour des quelconques actionnaires ou autres, en fait, on a les moyens aujourd'hui en Suisse pour mettre de l'énergie en tant que maître d'ouvrage dans la recherche de solutions alternatives. Il y a deux aspects on va dire, la particularité de ce système de circulation. Le premier, c'est qu'il est assez simple de répondre au premier domaine, qui est la question de la sécurité feu. En fait, les balcons ne sont pas du tout considérés comme des voies d'évacuation. Donc, on n'a pas du tout de réglementation feu, si ce n'est sur les matériaux utilisés pour la transmission du feu entre appartements. Toute l'évacuation, les voies d'évacuation sont faites par les couloirs. Par contre, pour ce qui est de la mobilité réduite, sachant on est un bâtiment qui respecte la SIA 500, donc sur l'accès aux personnes à mobilité réduite, et puis avec les habitants et habitantes qui ont accepté en fait le principe, qui était de dire que finalement, si j'habite au cinquième étage dans une cage d'escalier latérale du bâtiment, je pourrais prendre tous les jours l'ascenseur jusqu'au troisième étage. Ensuite, je pourrais traverser par la rue intérieure du troisième étage jusqu'à ma cage d'escalier et j'aurais au final que deux étages à monter à pied, ce qui est en fait socialement assez accepté à Genève. Il y a plein de bâtiments qui sont faits comme ça. Par contre, justement, pour respecter la FIA 500, bah, l'idée c'était de pouvoir, en cas de besoin, monter à l'étage correspondant et prévenir les voisins et les voisines que j'avais une personne en fauteuil qui allait passer devant chez eux. Et du coup, on prépare un petit peu le fait que les obstacles soient enlevés, mais c'est pas très compliqué parce que les obstacles, c'est un pot de fleurs, une trottinette qui traîne, ce genre de truc.
Donc voilà, ça a été bien travaillé avec tout le monde pour qu'on accepte collectivement cette contrainte qui finalement nous semblait être intuitivement intéressante au niveau de la vie du bâtiment, ce qui se confirme parce que la circulation est très particulière, les gens utilisent beaucoup les escaliers, les enfants jouent beaucoup avec la circularité de ce système, et puis ensuite avec les autorités pour respecter la norme, mais il n'y a pas eu d'autres problèmes que ça. À l'usage, ça fait 6 ans que j'habite ici. C'est pas tant les gens que je croise dans les cages d'escalier, même si oui, ça participe, je les croise souvent, je les vois souvent, mais c'est aussi le fait que la buanderie, elle soit au cœur de l'immeuble, au troisième étage, et que du coup, par exemple, bah, on se voit beaucoup, on va beaucoup se croiser à ce troisième étage au niveau de la buanderie. Alors en fait, je pense que c'est une erreur de penser que les coopératives sont pas réactives et sont des clients qui ralentissent le projet. Alors pour expliquer comment ça s'est passé ici, en gros, nous on est parti du principe qu'on donnait toute légitimité au groupe de futurs habitants et habitantes de l'immeuble pour avancer et prendre les décisions nécessaires. Il y a un poste particulier qui est celui dont j'ai déjà parlé, qui est le représentant du maître d'ouvrage. Donc là, on était deux à faire ce boulot. Et puis nous, on est rémunérés pour faire ça. On va à toutes les réunions. On est un petit peu la mémoire du projet. Donc on peut toujours se reposer sur nous pour se rappeler de certaines choses et tout ça. Parce que vu qu'on va à toutes les réunions, puis qu'on travaille sur le projet tous les jours, bah voilà. On a ce rôle de porte-parole entre le groupe des futurs habitants et les architectes principalement, mais aussi les banques, l'État et le conseil d'administration de la coopérative. Pour être réactif, justement, on a décidé de faire une réunion tous les 10 jours qui alternait en fait entre le mardi et le jeudi. L'objectif, c'était de pouvoir donner le maximum de chance à tout le monde de participer, mais on avait donné comme règle que tout le monde avait le droit de venir aux réunions, mais personne n'était obligé de venir aux réunions. Au final, on a calculé qu'il y avait à peu près une quinzaine de personnes en moyenne. Ça tournait en fonction, il y avait certaines personnes qui venaient souvent, d'autres qui venaient pas souvent, mais tout le monde participait un petit peu. On choisissait toujours pendant les réunions. Nous, les RMO, là, les représentants du maître d'ouvrage, en fait, on faisait l'ordre du jour, on amenait des points à l'ordre du jour, on disait que, par exemple, les architectes avaient besoin actuellement qu'on décide pour le choix des parquets, par exemple. Et pendant la réunion, ben, on choisissait. Et le choix était toujours consigné dans un procès-verbal. Et toutes les personnes qui n'avaient pas pu assister à cette réunion lisaient le procès-verbal et on validait toujours la décision la fois d'après. Donc en gros, à partir du moment où les architectes demandaient une décision, on la prenait, on attendait 10 jours la réunion d'après et on la validait. Donc quelque part, les décisions pouvaient être prises en à peu près 2 semaines, quoi. Ce qu'on a fait aussi d'important aujourd'hui qu'on continue de faire, c'est qu'on n'a pas tout attribué les appartements au début du projet, mais on a attribué à peu près la moitié au début. Et puis en fait, la deuxième moitié, on l'a attribuée à la moitié du projet. Ce qui veut dire qu'au bout de 2 ans de réunion, quand finalement on a déposé l'autorisation de construire, et puis qu'on commence à discuter de choix de matériaux, de choses comme ça, machin, bah là, il y avait toute une nouvelle panoplie de gens qui venaient aux réunions parce qu'ils venaient d'être attribués. Et puis, ça a permis de se rassurer par rapport au fait qu'il y avait une nouvelle énergie qui arrivait et qu'on pouvait se permettre de venir un peu moins aux réunions. Donc moi, j'ai ressenti un petit peu ce phénomène-là et que d'avoir des attributions échelonnées pendant le projet, c'était important pour le relais d'énergie, quoi. Vu que toutes les personnes pouvaient venir aux réunions, on avait toute la diversité des futurs habitants et habitantes qui étaient représentés, que ce soit les plus jeunes qui devaient avoir, les plus jeunes à l'époque peut-être devaient avoir 25 ans, on va dire, et puis les plus vieux étaient des personnes qui avaient peut-être 70 ans. En fait, vu que tout le monde pouvait exprimer ses besoins, ses souhaits, ses craintes en fonction de son âge, de sa vie, de la phase de sa vie et tout ça, euh, je crois qu'on a appris à écouter en gros toute la diversité des opinions. On avait une phrase qui est une phrase qui est connue dans ce genre de pratique de prise de décision par consentement, qui est est-ce que vous pouvez vivre avec? Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a eu quelques fois où des gens nous ont dit non, je suis mal à l'aise avec ce choix. Et donc là, on rediscutait du choix qui avait été fait et on essayait toujours de trouver une voie médiane, en gros, une nouvelle solution. Ça, c'est pas arrivé beaucoup, mais c'est important que les quelques fois où c'est arrivé, on s'en soit occupé sérieusement.
Donc en fait, pour moi, je trouve qu'on a appris une forme de lâcher prise collectivement, à savoir que souvent les gens pouvaient vivre avec les décisions, quoi. En fait, on a construit, il me semble, une forme de confiance collective sur le fait qu'on s'écoute, qu'on respecte les règles, à savoir qu'on prend les décisions comme d'habitude pendant les réunions, mais qu'on les valide toujours la fois d'après. Donc ça permet toujours aux gens de pouvoir revenir dessus. Et à partir du moment où on respecte les règles qu'on a décidées collectivement, il me semble qu'on instaure un climat de confiance. Dès le début des 4 ans et demi, on savait qu'on allait avoir un chantier participatif, donc on en a parlé très très tôt. Et très tôt, on a demandé au collectif CARP et aux architectes de se projeter à peu près un temps d'investissement nécessaire par appartement, parce qu'on l'a divisé par appartement. Et très vite, ils sont arrivés avec un chiffre de 2 semaines par appartement. Moi, j'étais responsable de l'organisation du chantier participatif et je peux témoigner que tout le monde a fait ces 2 semaines. Enfin voilà, j'organisais des sondages avec des inscriptions par semaine, tout ça. Comment on dégage 2 semaines de temps dans une année? Ben, c'est pendant les vacances. Il n'y a pas trop le choix. On a tous consenti au fait que on allait peut-être avoir moins de vacances cette année-là. Donc c'était l'année juste avant d'emménager, l'année 2016. Et tout le monde était préparé depuis 2, 3 ans en avance à cette réalité. L'estimation a été un petit peu sous-évaluée. Donc les 2 semaines étaient un peu faibles. Et on s'est très vite rendu compte que ce serait important qu'on ait un peu plus de monde à chaque session. Du coup, on avait plein de gens qui nous demandaient s'il était possible de participer au chantier, parce que plein de gens qui sont intéressés par la construction paille et les enduits-terre et tout ça. Du coup, en fait, on a bénéficié en fait de cet enthousiasme extérieur. Donc, on a eu quand même ces aides extérieures qui sont vraiment pas négligeables parce que c'est quand même un tiers du bénévolat qui a été injecté. Mais on va dire que globalement, ça a quand même bien fonctionné. En fait, on n'a pas eu de bailleur de fonds conservateur à mobiliser. Alors, le modèle de financement, il est assez simple. Il est basé sur la participation en termes de fonds propres à travers des parts sociales donc de tous les habitants du projet. Pour chaque appartement, en gros, les gens doivent donner 5 000 francs par pièce, qui représente en gros 5% du coût total de construction. Et puis ensuite, pour les 95% restants, on avait notre banque avec qui on fonctionne depuis le début, qui est la Banque Alternative, qui est un partenaire en gros, qui est le partenaire bancaire le plus engagé sur les mêmes valeurs que nous, on va dire. La Banque Alternative, en gros, était même plutôt très enthousiaste qu'on parte sur des solutions encore plus innovantes et écologiques. Et en gros, on avait déjà ce premier projet de Crécy, qui était une forme de validation, de confiance. Puis la dernière part de financement, c'est la fêtière des coopératives suisses. Ça s'appelle la CHS, Coopérative d'habitation suisse. Et en fait, cette fêtière, elle permet d'avoir un prêt à taux préférentiel de l'équivalent de 50 000 francs par appartement dans la mesure où on respecte la SIA 500 justement sur l'accès aux personnes à mobilité réduite et que on respecte aussi un label écologique qui est le SNBS voilà, sur les performances thermiques du bâtiment. Donc vu qu'on respectait en fait les deux paramètres, il n'y a eu aucun souci pour la CHS de financer ces 50 000 francs par appartement à taux préférentiel. Et donc du coup, on n'a eu aucun frein pour le financement, quoi. La chose la plus importante dans ce qui s'est passé dans ce projet, c'est l'expérience d'une nouvelle forme de gouvernance et de décentralisation du pouvoir. Parce qu'en gros, on expérimente le fait de pouvoir décider nous-mêmes donc dans quel habitat on a envie de vivre, dans quel milieu on a envie de vivre. Et pour moi, c'est la meilleure manière pour que les gens s'approprient leur logement. Il y a beaucoup de gens ici, il y a quelques personnes en tout cas qui utilisent le mot maison pour parler de l'immeuble. Et quand j'entends ça, je me dis que vraiment on a gagné parce que quand on appelle son immeuble ma maison, c'est quand même très très bon signe.
Et puis quand les gens s'approprient quelque chose et qu'ils en prennent soin, ils ont à cœur que ça fonctionne bien, ils ont à cœur que dans l'entourage proche aussi ça se passe bien, donc au niveau du quartier qui est aussi une... Enfin, en gros, on investit son lieu d'habitat, quoi. Et je pense que c'est une des clés pour repolitiser le rôle des citoyennes et des citoyens dans la ville et faire en sorte que cette expérience qui nous permet en fait de faire vivre nos valeurs et de défendre nos valeurs de convivialité, d'écologie, de partage, de solidarité, bah, il y a rien de tel que de donner le pouvoir aux gens de pouvoir le concrétiser. Et donc c'est ce qu'on a fait ici. Et c'est ce qu'on continue, c'est ce qu'on essaye de continuer de faire dans le quartier. Cette repolitisation de l'acte d'habiter un lieu, c'est en tout cas personnellement ce qui me fait vibrer dans mon activité professionnelle et dans ce que je porte. Et c'est ce qui me fait croire en, en ce que je fais et puis en l'avenir de notre quartier en tout cas, quoi. Et peut-être de notre ville et puis peut-être un peu plus loin, quoi. Ouais. En fait, on a un budget qui est cadré par l'Office du logement et donc qui est le même que pour la même catégorie de logement, c'est-à-dire habitation bon marché. Donc on a un loyer cible qu'on doit respecter. On a eu beaucoup de chance par rapport à la conjoncture. On a des taux d'intérêt qui étaient très bas, qui sont en train de remonter. Et aujourd'hui, clairement, sur les nouveaux projets, on n'est pas du tout dans la même situation. Il ne faut pas négliger le fait qu'on a fait des choix assez radicaux, ventilation budgétaire, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, renoncer à 2 ascenseurs dans un bâtiment comme celui-ci, ben c'est quand même une somme conséquente. Moi, j'estimais à peu près à 200 000 francs l'économie engendrée. Le fait de renoncer à avoir du plâtre sur les murs de son appartement, les murs en béton, et de laisser le béton brut, bah, c'est aussi un choix qui est assez radical, qui nous a permis d'économiser, moi j'estimais, à environ 500 000 francs. On a fait plein de petits choix sur la façade nord, plutôt que d'avoir des volets qui servent finalement que à occulter et à créer de l'intimité, mais qui sont chers. On n'a pas besoin de protection solaire sur la façade nord, donc en fait on s'est dit qu'on n'allait rien mettre. Donc en fait on a quand même fait des grands choix budgétaires. La deuxième chose que je pourrais dire comme condition nécessaire à la réalisation de ce type de projet, c'est qu'en fait, ça demande quand même beaucoup d'investissement aux gens. Il faut pas le nier. Si on a quelque chose d'aussi original, c'est parce que justement, ça a été porté par le groupe. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se donner ce temps. Et c'est vrai que c'est une donnée qu'il faut jamais occulter. Et je crois que ça fait partie des problèmes de notre société, c'est qu'en fait, comme pour la cuisine, ou comme pour l'alimentation, ce genre de choses, on a beaucoup moins de temps qu'avant pour faire à manger, pour s'occuper des gamins, voilà, le rythme contemporain du travail fait qu'on considère que les gens sont des consommateurs et qu'ils n'ont pas besoin de passer beaucoup de temps pour plein de choses de la vie. On leur livre tout prêt à l'emploi. Il faut juste qu'ils aient l'argent pour pouvoir l'acheter. Là, c'est un peu la démarche inverse. C'est-à-dire qu'il faut investir du temps, mais ça nous permet au final de gagner de l'argent et surtout, pour moi, de gagner en qualité, quoi. Enfin, en qualité de vie, en qualité collectif, en qualité de ce qu'on vit ensemble et tout ça. Mais c'est un choix qui est clairement pas si facile et souvent on peut nous dire qu'il n'y a pas toutes les couches de population qui pourraient réaliser ce genre de bâtiment, ce qui est tout à fait juste. En fait, des coopératives, il y en a plein de sortes différentes. Tout ce qui les rejoint, ce qui les regroupe, c'est une chose toute simple, c'est qu'elles sont à but non lucratif. Et déjà, quand on part de ça, on change l'aspect de l'immobilier en Suisse, ou dans le monde même, parce que bah, en fait, on construit à prix coûtant. Donc, en gros, on va pas avoir les mêmes loyers que des loyers qui sont construits par des gens qui font de l'argent avec l'immobilier. Moi, je dirais jamais qu'il faut que tout le monde fasse ça, clairement. Par contre, de lutter contre la spéculation immobilière, ça, je le dirais tout le temps. Ça, c'est certain.